Alors, ce dont je vais parler un petit peu maintenant, c'est essayer de décortiquer ce qu'on appelle l'interprofessionnalité, donc du point de vue du médecin généraliste, mais en général, de façon même plus large. Donc tout d'abord, déclarer mes liens d'intérêt. J'exerce moi-même dans un pôle de santé pluriprofessionnel, hein, et c'est sur cette thématique que je travaille en tant qu'enseignante et chercheuse, donc j'ai un intérêt évident sur ces questions de pluriprofessionnalité, donc je tenais juste à le souligner avant de prendre la parole plus longuement. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'interprofessionnalité? Donc là, je vais développer assez brièvement donc, certains concepts sous-jacents à l'interprofessionnalité et puis surtout entrouvrir certains enjeux pour la pratique qu'on aura, j'espère, l'occasion de discuter en fin de session. Donc les principaux messages de cette présentation, c'est que l'interprofessionnalité, ce n'est pas un objet très clairement défini, c'est vraiment un continuum de pratiques. Ce sont des pratiques qui sont avant tout au bénéfice de nos patients et on va l'aborder en fin de présentation probablement au-delà de nos seuls patients, qu'il y a probablement un équilibre à trouver entre le colloque singulier, le cadre habituel de notre pratique de médecin généraliste et tout ce qui se fait comme travail interprofessionnel qui prend du temps. Ce sont des pratiques qui interpellent en tant qu'enseignant, chercheur, puisque ça pose des questions de formation et de recherche. Et enfin, je voudrais qu'on termine sur la question de la place du patient. On a commencé par le patient et je voudrais terminer ma réflexion là-dessus, sur quelle est la place du patient dans cette pratique interprofessionnelle. Donc, j'ai cherché dans les définitions, celle-ci me convient bien. Donc la collaboration interprofessionnelle, ça repose sur un partenariat entre une équipe de professionnels de la santé et une personne, éventuellement ses proches. Donc ça, c'est le qui. Dans une approche participative de collaboration et de coordination en vue d'une prise de décision partagée. Donc ça, c'est le quoi, le comment. Et concernant l'atteinte de résultats optimaux en matière de santé et services sociaux, ça, c'est le pourquoi on le fait. Donc c'est une définition québécoise. Je pense que dans la tonalité, vous aurez reconnu un petit peu le ton québécois. Alors, le qui, pour y revenir, donc, je vais pas détailler tous les professionnels qui ont été cités par M. Boré. On avait eu l'occasion en fait, de préparer cette session, donc j'avais un petit peu une idée du panorama des professionnels qui l'avaient accompagné dans son parcours. Donc là, j'ai représenté donc, le médecin généraliste par lequel son parcours a commencé, comme il en témoignait, donc l'infirmière Azalée qu'on vient d'entendre, son pneumologue, le psychothérapeute, j'en oublie parce que je ne les ai pas tous indiqués, hein. Il y a donc des professionnels, comme ça, des individus. Il y a aussi des services de santé, des offres de santé qu'il a citées, pas forcément avec des personnes nommées, donc les soins de suite et réadaptation, le service, les ateliers thérapeutiques. Et puis, ce qu'on distingue de son témoignage, c'est qu'il y a un lien assez fort entre le médecin généraliste et l'infirmière Azalée, ce qui n'est pas forcément le cas entre les autres professionnels de santé. Donc son parcours illustre bien les différents modes de pratique entre vraiment la juxtaposition de professionnels et des collaborations plus importantes entre des individus qu'on peut qualifier à partir d'un certain temps d'équipe. On pourra revenir sur cette notion d'équipe. Et puis au cœur de toutes ces personnes, donc la personne, j'ai mis patient pour qu'on sache bien de qui on parle, mais c'est vraiment une personne à part entière. Monsieur Boré l'a bien illustré avec ses éléments de personnalité, sa curiosité, ses attentes spécifiques. Chaque personne a son vécu et ses attentes particulières et c'est autour de ça qu'on construit aussi le parcours de santé. Donc éventuellement, ça implique les proches selon les personnes. Alors là-dedans, on peut se demander quelle place il reste au médecin généraliste. C'est peut-être une question que vous vous posez dans votre pratique. On peut se poser en entendant le témoignage de M. Boré. Donc on entend parfois qu'avec l'interprofessionnalité, on grignote un petit peu plus à chaque fois dans nos missions, voire qu'on nous laisse uniquement les miettes, ou qu'il ne nous reste plus que les tâches complexes à effectuer auprès des patients, puisqu'on déléguerait aux autres les missions, les tâches qui seraient les plus faciles. Donc ça, c'est une vision qu'on peut avoir. Je pense qu'avec le témoignage de M. Boré, on voit que, par exemple, le rôle de l'infirmière Azalée, je ne le qualifierais pas de simple. Je pense qu'au contraire, on est sur des éléments extrêmement complexes de la prise en charge, des besoins complexes en tout cas, et que là, on gagne à être plusieurs compétences, plusieurs personnes compétentes autour du patient pour offrir une prise en charge un peu plus globale et satisfaisante qui amène à les meilleurs résultats. Alors, les pratiques collaboratives, l'interprofessionnalité, qu'est-ce que c'est ?
Alors, comme je vous disais, c'est un continuum de pratiques. Alors, cette diapositive, elle est en anglais, je m'excuse. Ce qu'il faut juste noter, c'est que c'est un travail qui avait été fait par Lily Lessard et ses collègues, et qui avait montré qu'il y avait un continuum des pratiques qu'on pourrait qualifier un petit peu d'adressage. On adresse à un confrère, on adresse à un professionnel qui nous retourne un courrier en retour, vers des pratiques de coordination et de collaboration. Et au fur et à mesure qu'on monte dans ce continuum, ça nécessite des choses de plus en plus, des prérequis de plus en plus importants. Donc, au stade initial, c'est simplement des façons de communiquer efficaces. Et puis, plus on monte, vous voyez, il faut un leadership consensuel, il faut de la confiance, du respect. Et puis, il faut quelque chose qui est essentiel, c'est qu'il faut avoir conscience de la contribution des autres, connaître leurs compétences et les reconnaître. C'est une condition essentielle à l'interprofessionnalité. Et puis les objectifs communs pour prendre en charge le patient. Donc un autre modèle conceptuel un petit peu plus abouti, me semble-t-il, qui est celui de Emmanuel Carreau, qui a mis en relation donc, les différents types d'interactions. Ça reprend un petit peu avec d'autres termes, mais ce que je présentais juste avant, le modèle de Lessard, c'est-à-dire des pratiques indépendantes ou en parallèle, jusqu'aux pratiques de services partagés, en passant par la consultation référence et la concertation. Donc plus on va vers la droite, plus on est dans des pratiques interprofessionnelles intégrées. Et elle a mis ça en relation, à partir d'observations multiples, les besoins de la personne. Donc quand on est dans des besoins qui sont peu complexes, on peut être tout à fait dans une pratique indépendante de qualité qui répond aux besoins. Et plus on va vers la complexité des besoins de la personne, plus là ça nécessite de se connecter avec d'autres et de mettre en relation différentes compétences complémentaires. Donc ensuite elle a décrit les différentes intentions qui vont de la simple information jusqu'au partage de décisions et d'actions menées en commun avec les autres professionnels. Et en bas la notion d'unidisciplinarité ou d'interdisciplinarité. Alors là, il faut entendre discipline, non pas comme les disciplines médicales, comme on a tendance à le faire peut-être en France, le terme disciplinaire souvent prête à ça. C'est vraiment plus les disciplines sciences médicales, sciences infirmières, sciences de la réadaptation, etc. Donc ensuite, une fois qu'on a décrit ça, comment ça peut se mettre en place ? Je vais peut-être passer ce modèle juste, vous dire une fois qu'on a les prérequis que j'ai déjà un petit peu présentés, la valeur ajoutée. Donc elle est pour le patient. Donc là, je pense que le témoignage de M. Boré suffit à l'illustrer, tout ce qu'il en a tiré de meilleure prise en compte de ses problématiques de santé, de récupération de ses capacités fonctionnelles et de retour à ce qu'il appelait faire ce que je veux quand je veux. Enfin, on voit bien qu'il y a différentes améliorations qu'il a pu décrire. De la valeur ajoutée également pour les professionnels et les organisations, et on va y revenir. Voilà, peut-être un petit mot sur la question du secret médical, qui est une des conditions importantes de l'interprofessionnalité. Donc, comme vous le savez, selon la loi, on peut partager des informations entre professionnels qui participent directement aux soins du patient, à condition que ces informations soient nécessaires à la coordination de ces soins ou à la prévention ou au suivi, uniquement dans le périmètre d'émission de chacun des professionnels et avec l'accord express du patient. Et cet accord express, il n'est plus nécessaire, en tout cas l'accord est présumé entre les professionnels de santé et membres d'une équipe de soins, donc ce qui ne retire en rien le droit d'opposition du patient et ce qui ne nous empêche évidemment pas de l'informer du partage d'informations. Et alors qu'avant c'était seulement vrai dans les établissements de santé, maintenant c'est vrai également dans les structures d'exercice coordonné. Alors, une fois qu'on a décrit un petit peu qui et quoi, la question du pourquoi, donc quels sont les bénéfices qu'on peut attendre de pratiques interprofessionnelles et pour qui ces bénéfices. Donc en tant que médecin généraliste ou en tant qu'autre professionnel de santé, on sait que le fait de travailler en interprofessionnalité demande du temps, un certain nombre d'efforts, des compromis souvent, et puis éventuellement des pertes, donc on en a évoqué qui sont réelles ou qui sont craintes en tout cas. Donc on peut légitimement se demander quels sont les bénéfices qu'on peut obtenir à travailler davantage en interprofessionnalité.
Donc, un cadre conceptuel qui peut être utile pour réfléchir à nos pratiques, c'est celui de l'objectif quadruple, qui est un cadre qui a été conçu plutôt pour réfléchir à la question du système de santé et son efficience, mais dont on peut s'inspirer à chaque fois qu'on se pose des questions un petit peu de nos pratiques et de leurs effets. Donc, dans ce cadre-là, il y a quatre types de bénéfices. Il y a les bénéfices pour la personne soignée, donc dans son expérience, son vécu, sa santé, éventuellement ses proches. Il y a des bénéfices qui peuvent aller au-delà de la personne soignée, vraiment vers les populations donc à l'échelle plus large. Il peut y avoir des bénéfices pour le système ou pour la société, par l'intermédiaire soit de la diminution des coûts, soit d'une amélioration du service rendu pour un coût qui n'est pas augmenté, donc une amélioration de l'efficience. Et puis, ce qui a été rajouté plus tardivement dans ce modèle, c'est l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé, étant entendu que meilleures elles sont, meilleure va être l'offre de santé, le maintien de l'offre de santé sur les territoires, etc. Alors, il y a beaucoup de bénéfices qu'on peut supposer. Les bénéfices réels, ils sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Donc là, à partir du témoignage de M. Boré, ce que ça lui a apporté, lui, pour son vécu, pour sa santé, il l'a extrêmement bien décrit. Donc je ne vais pas forcément revenir sur la plus-value d'avoir un parcours de soins avec plusieurs professionnels autour de lui. Sur la santé des populations, je vais y revenir juste après, mais déjà, on peut esquisser que le fait de travailler en interprofessionnalité pour un patient va avoir des effets sur la façon dont on va prendre en charge d'autres patients. Ça va peut-être susciter des envies ou des idées chez d'autres professionnels. Madame Di Vinci, quand on préparait la session, expliquait bien comment, au sein du cabinet médical de groupe auquel elle exerce, il y avait des médecins qui étaient très moteurs dans l'arrivée de l'infirmière Azzalée, d'autres qui étaient un peu plus en attente, et puis voyant un petit peu ce que ça fonctionnait, ça a donné envie à d'autres. Donc on voit que ça déborde du seul patient qui est pris en charge à un moment donné. Donc la question de l'efficience ou du coût, donc dans les pratiques interprofessionnelles ou collaboratives, on n'est pas forcément à diminuer les coûts, par contre, pour un coût qui est identique, on va peut-être améliorer améliorer l'offre de santé qu'on propose. Donc ça avait été, par exemple, décrit auprès des infirmières Azzalée, que la qualité des soins était importante, que les patients étaient satisfaits, qu'il y avait sur certains indicateurs une amélioration, sans que ça majore les coûts par patient. Et puis les conditions de travail des professionnels de santé, ça a été aussi décrit. Une plus grande satisfaction, une rupture de l'isolement, une augmentation des compétences du fait du travail en interprofessionnalité. Alors, au-delà des pratiques interprofessionnelles autour d'un patient en particulier, en allant un peu plus loin, il y a la notion d'exercice coordonné. Donc, je vous ai mis là quelques sigles dont on est chacun plus ou moins familier, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les centres de santé, les équipes de soins primaires, contrats locaux de santé, les fameuses CPTS, les plateformes d'appui, les dispositifs d'appui, les MAIA, etc. Alors là, à nouveau, c'est un continuum et il y a différentes configurations sur lesquelles reviendra le professeur Durieux à la fin également de la session. Là, ce dont je vais parler, c'est vraiment des professionnels de santé qui se coordonnent de manière un peu pérenne et formalisée dans ce qu'on peut appeler une équipe, mais qui peut commencer avec juste le duo entre un médecin et l'infirmière Azzalée, par exemple, et qui se réunissent en tout cas autour d'un projet de santé, qui se mettent d'accord sur des objectifs et qui partagent des efforts en commun pour y arriver. Ça peut être ou non à l'échelle d'un territoire. Tout dépend de quel type d'équipe on parle. Typiquement, la CPTS à l'échelle du territoire. Alors, la vision qu'on peut avoir de l'exercice coordonné, c'est un peu les 12 travaux d'Astérix. C'est la jungle, on ne sait pas par où commencer, on n'arrive jamais au bout, il faut sans cesse recommencer, faire des dossiers, les financements ne sont pas pérennes, on s'y perd, et la lisibilité pour le patient dans tout ça. Ça a l'air bien compliqué. Alors, à nouveau, si on se donne tous mal, à quoi ça peut bien servir, l'exercice coordonné, par rapport à la pratique interprofessionnelle, j'ai envie de dire un petit peu au fil de l'eau, que les professionnels ont depuis longtemps, avant bien qu'on invente tous ces sigles-là.
Donc l'exercice coordonné, ça peut servir à ne pas recommencer à chaque fois, c'est-à-dire ne pas, à chaque nouveau patient, se reposer la question de qui est le professionnel en face, de renouer des contacts, etc. Là, on est dans un travail un peu plus stabilisé, avec des professionnels qu'on a appris à connaître, avec lesquels on a déjà des pratiques habituelles, etc. À force d'avoir ces temps de partage et d'échanges répétés, il y a des nouvelles idées, des nouvelles choses qui peuvent apparaître, donc ce qu'on appelle un peu l'intelligence collective. On va un petit peu plus loin quand on est ensemble, et notamment quand on a des interactions répétées avec un petit groupe de personnes. Le patient, lui, ne perçoit pas forcément la différence de savoir s'il est vraiment dans une structure d'exercice coordonné formalisée autour d'un projet, ou si seulement les professionnels de santé qui sont autour de lui collaborent autour de sa situation. Et peu importe, à la limite, c'est pas forcément ça c'est pas la perception de cet exercice coordonné qui est le plus important. Donc sur la santé des populations, là, l'exercice coordonné va aller un peu plus loin, donc va permettre l'amélioration des pratiques, comme je le disais tout à l'heure. Ça permet de mettre au point des démarches qualité, parce qu'on est un groupe un peu constant d'individus qui va se poser des questions sur des pratiques et qui va pouvoir s'évaluer, imaginer des pistes pour s'améliorer, etc. Permettre de mettre au point des stratégies de prévention, répondre à des problématiques de parcours ou d'accès, des problématiques d'équité. C'est difficile quand on est des individus de s'impliquer dans ces questions-là. Et puis ça donne une capacité de mobilisation plus rapide en cas de besoin. Donc l'efficience de l'exercice coordonné, alors il y a des données très parcellaires pour savoir si réellement on est efficient, on le suppose. C'est souvent annoncé. Alors, il y avait eu des travaux qui avaient été faits sur le dispositif Azalée qu'on a évoqué tout à l'heure et les patients diabétiques qui avaient montré qu'il y avait des soins efficients. Et puis, des travaux plus récents menés également par l'IRDES montraient que l'accès aux soins semblait être amélioré par l'organisation des professionnels au sein de maisons de santé, avec davantage de patients pris en charge sans augmentation des coûts et sans dégradation des indicateurs de santé, bien entendu. Et puis, concernant les conditions de travail des professionnels de santé, là, c'est pareil. L'exercice coordonné est relativement favorisé ou plébiscité par les plus jeunes professionnels. Et l'IRDES a montré aussi qu'il y avait un meilleur maintien ou une moindre diminution de la densité, notamment, là, ils avaient étudié la densité des médecins généralistes dans les zones où il y avait des maisons de santé. Voilà, là, quelques résultats pour illustrer un peu plus concrètement ces éléments un petit peu généraux, théoriques. J'ai collaboré à une enquête au mois de mai 2020 sur la gestion de l'épidémie Covid par les médecins généralistes. Donc, c'était une enquête nationale à laquelle un très grand nombre de maîtres de stage ont répondu. Donc, je vous en remercie parce qu'il y en a certainement dans la salle qui ont étudié les adaptations de pratiques et d'organisation qu'on a pu mettre en place l'année dernière, donc en fin de premier confinement. Et on avait étudié les différences entre les médecins généralistes qui exerçaient en cabinet individuel, en cabinet de groupe ou en structure pluriprofessionnelle. Et il y avait des petites différences. Alors, elles n'étaient pas toujours très importantes, mais il y avait des différences significatives. Donc, les médecins généralistes avaient réussi à s'équiper plus rapidement, puisque l'enquête était assez précoce. Leur activité avait subi une moindre baisse en fin de confinement. Ils avaient mis davantage en place d'adaptations organisationnelles, avec l'adaptation des horaires des locaux. Ils avaient eu moins besoin de recourir à l'hôpital pour leurs patients. Ils avaient réussi à développer des stratégies pour contacter leurs patients fragiles ou vulnérables, en s'appuyant notamment sur la collaboration interprofessionnelle. Et puis, ils avaient développé davantage de coopération sur le territoire avec d'autres professionnels de santé, avec les institutions et avec aussi, ce qui était plus spécifique, les partenaires de la communauté, donc les élus, les municipalités, les habitants, etc. Donc l'exercice coordonné, c'est également un moyen ou une forme de structure qui permet probablement plus facilement de répondre à des enjeux donc, collectifs populationnels. Donc je pense aux demandes de soins non programmés, la réduction des inégalités de santé, dont celles en lien avec l'accès aux soins, l'éducation à la santé et la promotion de la santé, qui vise là des populations qui ne sont pas seulement des patients,
mais également, parce que c'est vraiment la population dans son ensemble, et puis s'attaquer à la question, j'ai mis entre guillemets, des déserts médicaux, parce que ce n'est pas forcément un terme que j'apprécie, mais c'est comme ça qu'on en parle en général. Voilà, donc qui est-ce qui doit s'emparer de ces questions? Parce que c'est vraiment à l'agenda politique actuellement de vouloir répondre à ces questions. Donc voilà, est-ce que c'est à nous de nous en emparer? Est-ce que c'est à d'autres? Sur quelles compétences on peut s'appuyer pour cela? Parce que ce n'est pas notre métier d'origine et ça ne doit pas le devenir. Voilà, donc comme je m'adresse en particulier à des maîtres de stage, des internes, je voulais faire un petit clin d'œil aux implications que ça peut avoir au niveau académique, donc pour la formation. Si on veut travailler davantage en interprofessionnalité, ça nécessite que l'ensemble des professionnels aient acquis des compétences qui soient spécifiques à l'exercice en soins primaires. Donc évidemment les compétences cliniques, mais également certaines compétences organisationnelles, populationnelles, que l'on aborde de manière un peu inégale selon les cursus, selon les professions. Être capable d'appréhender son rôle, celui des autres au sein du système de santé, même si après on peut voir que les patients nous attribuent tel ou tel rôle, et que, voilà, avec chaque patient c'est un peu différent, mais on a quand même une place particulière au sein du système. Favoriser les apprentissages partagés au cours des stages, également en dehors des stages. Donc pour la formation initiale, dans plusieurs villes, il y a des facultés de santé qui réunissent donc différentes formations à la santé, médecine, pharmacie, maïeutique, réadaptation, sciences infirmières, etc. et maïeutique. Et puis donc dans le cadre du DPC pluriprofessionnel également. En termes de recherche, il y a beaucoup à faire. On parle énormément des pratiques interprofessionnelles, que ce soit parmi les professionnels, les patients. On voit bien qu'au niveau des dernières lois de santé, il y a beaucoup de choses qui tournent sur la coordination et l'organisation, notamment sur la structuration des soins primaires. Seulement, on n'a pas beaucoup d'idées de la diversité de ces pratiques interprofessionnelles, de leurs conditions d'implantation, qui ne dépendent pas que de la volonté et de la compétence des professionnels, même si c'est un peu l'élément central sans lequel on ne peut pas agir, mais il y a également des éléments en lien avec la configuration territoriale qui sont plus ou moins favorables, et puis tout un tas de conditions structurelles, réglementaires, juridiques, financières, etc. On a quelques données éparses sur l'effet que peuvent avoir des pratiques interprofessionnelles, mais ça reste assez peu étayé pour le moment. Et puis la place des patients dans ces pratiques interprofessionnelles a peu été décrite et questionnée. Donc ça nécessite des approches un peu particulières, souvent avec des méthodes mixtes, des recherches pluridisciplinaires, donc impliquant des chercheurs en sciences de la santé de différentes disciplines, et aussi des sciences humaines et sociales, et puis, si possible, des recherches aussi participatives qui impliquent les professionnels et les patients. En conclusion, donc l'interprofessionnalité, elle est d'abord motivée pour les bénéfices qu'on attend pour les patients, pour nos patients. On peut quand même espérer également qu'il y ait des bénéfices qui aillent au-delà de ceux pour les patients. Il faut trouver l'équilibre entre la réponse aux demandes de soins des patients dans le cadre du colloque singulier, qui représente quand même le cœur de notre métier, et puis le temps investi, l'énergie investie pour le travail interprofessionnel et l'organisation. Et puis enfin, donc, la place du patient. On souhaite que le patient soit le plus possible au cœur des échanges interprofessionnels qui le concernent, même si on sait que ce n'est pas toujours le cas dans les pratiques au quotidien. Et puis, cette place du patient, elle est aussi très questionnée actuellement au sein des structures d'exercice coordonné. Donc là, il ne s'agit plus que du patient, il s'agit aussi de l'usager, peut-être du citoyen et même de l'habitant quand on est sur des structures territoriales. Donc cette place, elle est encore, en tout cas, cette implication, engagement du patient dans les structures d'exercice coordonné, elle est vraiment encore balbutiante. On avait fait une enquête en Pays de la Loire récemment, au sein de maisons de santé pourtant matures et extrêmement investies sur la question, et il y en avait une toute petite minorité qui avait réellement intégré le patient dans leur fonctionnement et leur gouvernance. Donc la question de savoir quelle serait la place de ce patient usager, citoyen, habitant n'est pas vraiment clairement définie. C'est pour quoi y faire. Voilà, il y a une partie du travail d'organisation et de gouvernance qui revient nécessairement aux professionnels, mais il faut réussir à trouver exactement la place que pourrait avoir le patient et pour quelle plus-value. Et puis dans quelles conditions est-ce que cette participation est possible et sous quel mode de représentation pour être légitime pour participer à ce type de structure.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention.